Bonjour, bienvenue sur le format que vous préférez sur la chaîne qui consiste évidemment à juger votre travail, que ce soit sur un court-métrage, un film institutionnel, des films de mariage. Bref, on va parler technique et je vais surtout donner mon avis sur un court-métrage. Voilà, c'est parti. Alors maintenant, le court-métrage que j'ai choisi, ouais, parce que vous m'envoyez parfois souvent des films, etc. Mais il faut que j'ai un coup de cœur, il faut que j'ai quelque chose à développer, ce qui ne veut pas forcément dire que votre projet est mauvais, hein, loin de là. Mais voilà, il faut que j'ai un petit coup de cœur, un truc que j'ai envie de parler, quelque chose qui me dit, ah oui, ça c'est un truc que j'ai déjà rencontré et qu'il y a moyen de contourner, enfin voilà, ou des petits problèmes techniques que j'ai envie de parler. Donc aujourd'hui, je me suis intéressé sur le court-métrage de Quentin Vectan, de chez Vectan Productions, Parleur, voilà, qui est un petit court-métrage un peu d'époque, très sympathique, voilà. Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'il a fait en plus sur sa chaîne vidéo, bien évidemment, un making-of. Comme ça, on rentre vraiment dans le détail sur notamment la partie technique de son projet. Alors, je vous mets évidemment tous les liens là-haut, en bas, etc. Comme ça, vous pouvez visualiser. Donc, c'est un projet techniquement qui est très... Alors, j'allais dire très compliqué, non. C'est pas que c'est compliqué, mais c'est très cher. Voilà. C'est très cher en termes de lumière parce qu'en fin de compte, le contexte de ce court-métrage, c'est que ça se passe de nuit et en forêt et en film d'époque. Voilà, je veux dire, les trois paramètres les plus coûteux. Alors pourquoi? Parce que la nuit, il faut éclairer. En forêt, parce que ça veut dire que tu n'as rien qui est de façon naturelle, qui peut un peu t'apporter un peu de lumière, comme si par exemple vous tourniez en ville où vous aviez les lampadaires au fond qui un peu décrassent le fond. Là, il n'y a rien. Et d'époque, parce que tu ne peux pratiquement rien justifier de l'éclairage. Tu peux pas dire qu'il y a des phares de voiture ou qu'il y a un peu de lumière de la ville au fond, etc. etc. Donc c'est un projet compliqué parce que cher. Voilà, on va dire plutôt ça comme ça. Mais voilà, Quentin s'est lancé dans cette aventure qui est très passionnante. Et voilà, donc il y a pas mal de choses à dire. Alors, je vais faire un petit résumé de son matériel caméra, mais il les développe évidemment dans le making-of. Donc, je l'ai noté parce que je me souviens plus trop. Voilà, donc c'est une Canon C100 Mark II. Alors déjà, pour moi, Canon, c'est rédhibitoire. Je déteste Canon en vidéo. J'adore Canon en photo, mais en vidéo, c'est... Voilà, ça, moi, j'ai du mal. Mais ça, voilà, je vais rien en vouloir parce que c'est vraiment un avis vraiment personnel. Donc voilà, c'est juste à entendre, mais pas du tout à appliquer. Mais moi, Canon, j'aime pas du tout. Branché et coupé donc avec un Atomos Ninja 2 pour du ProRes 422 8 bits. Alors là, je me pose une question. Juste Quentin, est-ce que c'était sûr que c'est pas du 10 bits? Parce qu'à la base, l'Apple ProRes, c'est soit du 10 bits, soit du 12 bits, hein, quand c'est en 444. Mais alors, ou alors c'est du 8 bits encapsulé dans du 10 bits Apple ProRes. Et là, dans ce cas-là, ça reste du 8 bits, même si c'est encapsulé dans du 10 bits. Mais voilà, donc je me pose un peu la question, parce que le ProRes, pour moi, c'est du 10 bits. En tout cas, si le choix était véritablement du 8 bits, c'est un peu dommage. Parce que pour faire du log, si on veut faire du log, partir sur un gamma logarithmique, il faut au minimum du 10 bits. Vous savez, la courbe logarithmique est une courbe qui avance tout doucement, vous voyez. Et donc, si tu es sur 8 bits, donc quantifié à 256 niveaux sur des grilles, ou alors en 1024 en 10 bits, si tu veux, l'échantillonnage, enfin plutôt la quantification exactement, n'est pas très précise. Donc, je pense que si on fait du log, il faut partir minimum sur du 10 bits. Ensuite, en termes d'optique, du grand classique, du Sigma 1835, très bon optique, du Canon 70-200, très bon, 85, 1.4, du Zeiss, je crois que j'ai vu dans son making-of. Bref, ça c'est des optiques, pas de souci. Alors, la première chose, avant de parler purement dans les images, c'est, et on le voit bien dans la constitution des équipes, effectivement, Quentin est venu me confier que être réalisateur et chef opérateur, c'est pas de tout repos. Je confirme, là, c'est vraiment dommage. Pourquoi Quentin, sur un projet simple, enfin, on va dire simple, tu vois, c'est pas des trucs avec 40 000 décors, 15 jours de tournage et ça. Pourquoi ne pas avoir affaire à une vraie équipe d'images,
enfin une équipe peut-être débutante ou autre, mais une équipe image complète, à savoir un chef opérateur, un électricien et un assistant caméra, au moins au minimum. Ça t'aurait permis de te détacher réellement de la technique, enfin du moins une partie, c'est-à-dire que tu n'as pas la caméra sur le dos. Quand tu cadres, eh bien, tu regardes 100% la mise en scène et tu ne fais pas le cadre en même temps et la mise au point en même temps. Donc ça c'est un truc, je pense que la prochaine fois, Quentin, tu auras compris que équipe-toi, mets-toi avec une équipe image. Tu as bien été équipé et secondé par une équipe régie, par une personne du son, un assistant réal, etc., etc. Donc la prochaine fois, même si tu sais faire de l'image, c'est pas du tout que tu ne sais pas faire l'image, mais même si tu sais faire de l'image, détache-toi de l'image. Surtout en plus que tu as pas mal de lumière, ça serait que des plans extérieurs, je comprendrais. Mais là, tout de même, il y a des lumières, il y a des raccords. Voilà, prends un chef-op et franchement, comme ça, tu seras à fond avec tes comédiens et ta mise en scène. Donc voilà, le premier reproche, c'est de ne pas avoir eu affaire à une véritable équipe image qui te seconde, qui t'aide et qui s'occupe de toute la partie caméra. Le deuxième truc qui me gêne un peu, qui me chiffonne un peu quand on regarde le making-of, c'est que tu es toujours caméra à la main. Voilà, donc je pense que de temps en temps, ça aurait mérité un peu plus d'être sur pied. Ça aurait fait des plans un peu plus posés. Peut-être un peu mieux travaillé en termes de cadre. Voilà, ça c'est vraiment le truc. Et puis en plus, ça t'aurait permis, si tu avais une équipe image, de pouvoir visionner en fait la mise en scène sur un plus grand écran que forcément un petit écran Atomos, de pouvoir voir éventuellement les petits problèmes, etc., etc., et de pouvoir apprécier à sa juste valeur la mise en scène. Ça, c'est pour la partie, on va dire, organisation. Maintenant, si on regarde sur la partie technique. Alors, il y a une partie lumière du jour. Bon, donc tu m'as dit que tu n'as pas utilisé la lumière du jour. Que t'as pas utilisé de lumière artificielle. Ça, pas de souci. Moi-même, je pense que j'aurais fait pareil. Ou peut-être éventuellement, comme tu l'as fait, rehausser avec un petit projecteur autonome, hein, c'est-à-dire sur batterie. Ou principalement un reflow. C'est fou comme un polystyrène. Ça coûte rien du polystyrène, hein. Mais un polystyrène 1 mètre par 1 mètre, c'est dingue comme ça peut te... Même en temps gris, hein, pas la peine d'être ensoleillé et tout. En temps gris, comme ça peut véritablement aider et renforcer sur des plans, on va dire, à partir un plan taille, plan poitrine. Ça renforce énormément. Et d'autant plus si tu as un polystyrène côté blanc, côté noir. Donc côté blanc pour évidemment renforcer la fill light. Et côté noir, pour diminuer la fill light, si tu as envie, par exemple, sur des gros plans, d'avoir un- quelque chose d'un peu plus contrasté, surtout quand c'est en gris. Tu le rapproches, le poly noir près du sujet, et ça te permet de diminuer la fill. On appelle ça travailler avec une fill négative. Voilà, c'est-à-dire qu'on absorbe la fill, du coup, la key light se renforce comme si tu avais pratiquement utilisé un projecteur. Voilà. D'ailleurs, les chefs opérateurs adorent travailler quand c'est un temps gris parce que, et moi-même aussi, j'adore avoir un temps gris parce qu'en fait, tu maîtrises la lumière. Tu te dis, bon, bah, t'as un temps gris, ça va pas bouger d'un poil de cul. Enfin, évidemment, entre début de journée et fin de journée, mais majoritairement, ça va pas bouger. Tu vas pouvoir faire ce que tu veux et tu te sens plus fort avec tes projecteurs parce que tu vas pouvoir aller au-delà de cette fill light naturelle. Donc, c'est vrai que les chefs opérateurs aiment beaucoup travailler en temps gris, sauf véritablement quand on veut faire un effet particulier avec le soleil. Ça, c'est vrai. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le soleil tourne et que si on a envie d'avoir un effet, eh ben, il faut vraiment se pointer à la bonne heure et être très rapide avant que le soleil tourne. Voilà, ça c'était pour la petite parenthèse, mais tout ça pour justifier que travailler en lumière naturelle temps gris, c'est tout à fait normal. Il n'y a pas... Voilà quoi. Moi j'utilise parfois un petit reflow, sauf quand j'ai des moyens, bah, j'utilise de la lumière pour renforcer ma key light. Voilà. Après, là, vraiment à l'antipode, on est parti véritablement sur un travail plus compliqué de nuit, en forêt, comme je l'ai dit. Voilà, c'est très compliqué. De toute façon, moi je dis toujours, quand quelqu'un vient avec un court métrage, parce que je dis court métrage parce que généralement, il n'y a pas beaucoup de budget, hein. On bricole souvent avec la lumière. Quand on arrive avec un court métrage avec extérieur nuit, forêt, je dis, tu sais, là, mine de rien, je pense que ça va te coûter très 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 cher. Voilà. Et c'est pas pour se la péter, c'est simplement que éclairer des extérieurs nuit forêt, c'est très cher.
Voilà, parce que là, ce que je trouve dommage, globalement sur les extérieurs nuits, mais je vais rentrer en détail, c'est en fait l'absence d'arrière-plan. Alors, j'ai bien vu sur les making-of, sur les schémas lumière, que tu as tenté d'éclairer les arrière-plans. Euh, tu as tenté de les éclairer, mais pas de la bonne manière, hein, mais on va revenir là-dessus. Mais c'est pas suffisant. Et ça, je vais aussi revenir là-dessus. Pourquoi c'est pas suffisant? Euh, c'est pas suffisant parce que réellement, dans le dialogue, dans le champ contre champ qu'on obtient entre les deux personnages principaux, eh bien, derrière, c'est noir, quoi. Même si la lumière de face est assez bien travaillée, assez jolie, ça va. Je trouve que c'est un peu, parfois un peu too much les effets, mais ça va, c'est travaillé, mais l'absence quoi, l'absence derrière qui remplit quand même si on est sur un gros plan, majoritairement le cadre, des arrière-plans noirs, c'est-à-dire qu'on pratiquement on aurait été sur des fonds noirs. C'est- Bon, j'exagère peut-être un peu, mais ça aurait été pareil quoi. Vraiment sur les gros plans, on est Schwartz derrière, on voit rien quoi. Et ça sur des extérieurs nuit, ça fait très 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 low cost quoi. Ça fait genre, bah j'ai juste les moyens d'éclairer devant et pas derrière. Alors, évidemment, c'est facile de dire ça quand on n'a pas forcément le budget, parce qu'encore une fois, ça coûte cher. Mais justement, on va peut-être pouvoir apporter quelques solutions. Avec la même quantité de lumière que possède donc Quentin, à savoir, je l'ai là, des Forza 300, des Lupo Daylight 2000, voilà, des genres de pavotubes, etc. Donc on va quand même essayer de trouver des solutions avec ce genre de matériel. Alors, pour moi, la première chose, c'est que les Forza, qui sont visiblement tes sources les plus puissantes, je les aurais pas utilisées à la face, mais je les aurais utilisées véritablement en arrière-plan, pour éclairer les arrière-plans. Pourquoi? Parce que ce sont des sources relativement puissantes, hein, Forza 300, c'est quand même... voilà, hein, ça équivaut quand même pratiquement à des 2 kilos tungstène. Oh, même plus que ça, hein. Ouais, des 5 kilos tungstène. Et en plus, ce sont des sources ponctuelles, donc faciles à travailler, notamment si on veut créer des ombres derrière. Donc j'aurais mis ces Forza 300 derrière. Alors évidemment, ce qui coûte cher, c'est de les mettre en haut et en contre. Ça coûte très cher parce qu'à moins de grimper aux arbres, eh bien, tu es obligé d'une certaine manière d'avoir de la machinerie lourde, à savoir soit des échafaudages, voire même mieux des nacelles déportées pour pouvoir mettre ça derrière les arbres et mettre ça en contre. Et après, tu aurais mis une petite machine à brouillard, tu vois, derrière pour matérialiser tout ça, même si, en fin de compte, les arbres derrière, ou tout ce qui est derrière, est éclairé en contre, donc en clair-obscur, plutôt que toi, tu l'as fait de façon face et on voit rien, quoi. Donc ça aurait fait briller les arrière-plans, et si vraiment on voulait aller à fond dans ce type d'éclairage, on aurait pu ajuster avec une petite machine à brouillard qui permet un peu de matérialiser les faisceaux. Voilà. Alors, quand t'as pas la possibilité de mettre justement ces Forza ou ces projecteurs de très haute puissance sur des nacelles, ce qui je conçois coûte très cher, eh bien, on va plutôt les mettre au sol, voilà, au sol et vers le haut. Et pour ça, pour pas qu'ils ne se voient, c'est bien de trouver, quand on fait des repérages, un décor où tu as une genre de petite butte, vous voyez, en profondeur. Donc tu as une genre de clairière, par exemple, j'imagine dans ta situation, un petit coin comme ça. Et en haut, hop, une petite butte. Et du coup, tu mets les projecteurs sur pied ou même au sol, en bas, qui éclairent vers le haut et qui éclairent les arbres. Voilà. C'est pas très naturaliste, mais en fond de gros plan, ça marche très bien, on n'y voit que dalle. Ou alors, tout simplement, exactement comme dans des ITV, hein, quand on n'a pas les moyens de mettre un projecteur en compte parce qu'on n'a pas un bras déporté, parce qu'on n'a rien pour s'accrocher, eh bien on fait comme les ITV, on le met en trois quarts contre, voilà, sur les côtés, qui tape sur les côtés et qui éclaire comme ça, qui te débouche à profondeur. Il est essentiel, oula, j'ai cassé mon micro, il est essentiel d'éclairer les arrière-plans. Et d'ailleurs, les chefs opérateurs disent toujours que le plus compliqué et le plus important quand on fait des extérieurs nuit, c'est les arrière-plans. Après, à la face, moi, j'aurais gardé les projecteurs les plus moins puissants pour faire exactement comme tu as fait, Quentin, de les faire rebondir sur des toiles de par deux. Ça, c'est assez intéressant de le faire de cette manière parce que ça procure une lumière un peu plutôt douce. Voilà. Donc, effectivement, d'utiliser des petites sources légères en réflexion sur des cadres ou alors du polystyrène. Et justement, j'en reviens à cette deuxième parenthèse que j'ai tenté d'ouvrir tout à l'heure et que j'ai dit on verra ça plus tard. C'est de se dire,
Quand on fait des extérieurs nuit comme ça, on travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup en mode low light. Ça veut dire des sources pas trop puissantes. On a aujourd'hui la chance d'avoir des caméras à haute sensibilité. Hein, aujourd'hui, une RED ou une caméra Arri, pour citer les principales caméras de fiction au cinéma, on peut facilement les monter à 1600 ASA sans trop de soucis. Donc 1600 ASA, t'as pas grand chose, toi t'as vraiment pas besoin de grand chose à la face, surtout en plus si t'as des optiques qui ouvrent, qui sont assez ouverts. On dit que ce sont des optiques rapides, hein, quand ils ont des grandes ouvertures, on dit que ce sont des optiques rapides, voilà, qu'ils ouvrent à 1.5, 1.2, 1.3. Tu éclaires vraiment en low light. Alors c'est l'assistant caméra qui est pas très content parce que du coup tu es sur principalement des ouvertures assez, assez importantes en termes d'ouverture. Et donc tu en vois très peu de lumière, vraiment vraiment peu, pas grand chose. D'ailleurs aujourd'hui on en voit de moins en moins, hein. Ça se ressent d'ailleurs quand on regarde les séries, les films, on sent que en termes de quantité de lumière, vous voyez, on n'est plus comme comme il y a 20 ans, hein, où tu mettais 1 kilowatt avec un 4 de diff à 2 mètres du sujet, quoi. Vous voyez, on n'est plus du tout dans ce genre de quantité de lumière. Aujourd'hui, on est vraiment sur du rebond, et que même une minette en réflexion sur un poly, ça fait presque la blague. Donc, du coup, ça renforce ton Forza qui est derrière, qui lui donne beaucoup plus d'importance quand tu travailles en contre. Et à la face, eh bien, tu fais quelque chose de très étal, de très large, de très doux sur en termes de fill light. Et en effet, tu peux faire le côté flamme, comme ça, le côté feu. Que d'ailleurs, je reproche presque que tu ne l'aies pas fait véritablement sans forcément renforcer avec un tube, de le faire vraiment à l'état naturel. C'est-à-dire de faire un vrai feu et que les flammes, comme ça, éclairent naturellement le visage. Ça me fait penser au film Rocketman, là, le film de Elton John, où à un moment donné, on a Elton John qui est dans une soirée comme ça, un peu yéyé, et il est véritablement éclairé par un feu de bois. Et du coup, comment dire, on sent véritablement naturellement la lumière crépiter sur son visage. Et j'ai envie de te dire, t'économises une source, quoi. Et c'est assez naturel. Et franchement, ça marche bien. Parce qu'aujourd'hui, on est sur des caméras très sensibles. Donc voilà, ça c'est vraiment le truc que j'aurais à dire, c'est-à-dire privilégier les sources derrière, en arrière, privilégier l'arrière-plan, éclairer les arrière-plans. Alors je sais que c'est compliqué parce que du coup, une source en contre, ça nécessite de tirer du câble de rallonge, de la rallonge, de la rallonge, de la rallonge, de la rallonge, parce qu'en fait, on doit aller tout là-bas. Et en contre, alors quand je dis tout là-bas, c'est pas non plus à 500 mètres, hein, c'est genre même à 10-20 mètres, ça suffit d'éclairer en contre. Pourquoi pas une petite machine à brouillard? Et à la face, être beaucoup plus soft, beaucoup plus, pas soft, hein, mais beaucoup moins important en termes de quantité de lumière qu'un Forza en réflexion sur un 4 2x2. Pour moi, c'est déjà beaucoup trop, quoi. Ou alors, il est très loin. Il est très très loin. Mais voilà, à partir du moment où tes arrière-plans sont éclairés et qui viennent réellement aussi sur tes premiers plans, mais en contre, déjà, ça fait briller des choses. Et si tu veux, ce plan large que tu as là des deux personnes, et dont une personne à cheval, si tu veux, on sent un peu l'éclairage trop de face, quoi. On sent un peu moins naturel la lumière de nuit. Enfin, dernière petite chose, parlons étalonnage. Alors l'étalonnage, ça va, très bien, nickel. Sauf qu'en fait, moi j'aurais fait autre chose. C'est que généralement, aujourd'hui, ce qu'on fait, d'ailleurs ça se voit sur les nouvelles séries, sur Netflix et tout, c'est qu'on est en mode étalonnage log 3G10. Alors j'explique ce que c'est. C'est moi qui l'ai appelé comme ça parce que je trouve que ça ressemble plutôt à ça. C'est-à-dire que l'étalonnage en mode log 3G10, c'est-à-dire que tes plus hautes lumières, elles sont au maximum à 60% et tes pots sont bien en dessous de 50%. Et quand on regarde les visages, eh bien parfois ils montent presque à 70% au maximum des parties les plus hautes en termes de réflexion. Ben moi j'aurais descendu un peu l'étalonnage, le faire moins brillant, beaucoup plus descendu. Et ça c'est un truc que j'ai compris il y a quelques années. Et c'est ce que j'ai fait notamment sur la dernière série que j'ai fait sur Dark Story, où j'ai principalement étalonné bien en dessous de ce qu'on peut faire et avoir pratiquement tous les intermédiaires ne dépassent pas 50% du signal vidéo. Voilà, et ça donne un petit côté moins brillant, moins vidéo, moins télé. Et ça fait vraiment la blague en termes de rendu assez cinématographique. Voilà, c'est un peu tout ce que j'avais envie de dire et de critiquer sur ce court-métrage. Donc la prochaine fois, Quentin, n'hésite pas à prendre une équipe de chez FOP qui vont réellement s'occuper de ça. Comme ça veut vraiment
te décharger hein, en termes de boulot, qui vont s'occuper eux-mêmes, de mettre leurs projos, etc., etc. Parce que j'imagine que pour toi, ça a dû être très compliqué de gérer à la fois les lumières, la mise en scène, etc., les équipes. Donc voilà, c'est à peu près tout. Si vous avez des choses à ajouter, l'espace commentaire, bien évidemment. Un petit pouce bleu. On pense à s'abonner pour avoir la suite des vidéos qui vont venir. Je sais que là, je suis un peu faible en termes de fréquence de vidéos, mais c'est normal parce que je suis sur autre chose en ce moment. Donc voilà, donc n'hésitez pas et je vous retrouve à très vite. Ciao les amis.